Pour ce premier numéro de l'an 2019, j'ai le réel plaisir de recevoir le secrétaire permanent adjoint en charge de la jeunesse, du social et des questions économiques du PALU, un des grands partis de la République démocratique du Congo. Avec Célestin Ngoma, nous allons décortiquer le temps fort de l'actualité de cette semaine, marqué, comme vous le savez, par les élections qui se sont tenues le 30 décembre 2018. Très heureuse donc de vous recevoir, Célestin Ngoma. Merci d'ouvrir le bal. Est-ce que vous avez des vœux à présenter à ceux qui vous sont chers? Parce que nous avons encore le mois de janvier pour présenter les vœux. Merci beaucoup, madame. Mes vœux d'abord à vous-même. Bonne année. Merci beaucoup. Et puis à tous les compatriotes qui nous suivent à travers la télé. C'est parce que l'année vient de commencer. À tous, nous souhaitons de très bonnes choses. Et nous voulons une année de paix, une année de beaucoup de merveilles pour les Congolais. Comment se porte le PALU? Parce qu'avec ces élections, on a ouï dire que le PALU s'est effrité. Beaucoup de grandes personnalités, des grands noms du PALU sont partis. Comment ça se porte aujourd'hui? Les partis, ce n'est pas un parti de cadre pour qu'on parle des ténors. C'est un parti de masse. Personne n'a su juger la masse du PALU qui est resté fidèle à l'idéologie d'abord et à son chef, l'icône, le patriarche Antoine Gizenga. Il est toujours président. Toujours président. Alors, c'est aux élections, c'est aux urnes qu'il fallait aller jauger cette popularité. Et vous la verrez avec les résultats qui seront prononcés d'ici là par la CENI, que le PALU est resté égal à lui-même. Le seul parti d'ailleurs stable et qui a une base fidèle, mais qui a aussi suivi les mots d'ordre pour pouvoir voter les candidats que le PALU recommandait, en commençant par la présidence jusqu'aux législatives. Et le PALU recommandait quel candidat? Le candidat Shadari Ramazani. Le PALU a demandé a donné son mot d'ordre pour le candidat Ramazani Shadari parce que finalement... Vous étiez toujours avec cette alliance, avec la majorité présidentielle. L'alliance n'était pas... L'alliance avait été limitée dans le temps et dans l'espace, mais là, il y avait possibilité de pouvoir renouveler, pas reconduction, mais renouvellement de cette alliance. Nous avons renouvelé l'alliance et nous avons appuyé les candidats qui est d'ailleurs le ticket gagnant, Ramazani Shadari, qui a battu campagne sur toute l'étendue de la République, qui a été presque dans toutes les provinces et pour qui la masse congolaise a su montrer son attachement ou son soutien. Comment se porte le patriarche? Le patriarche, il va bien, le patriarche est vieux, il va bien, il a toute sa lucidité, mais il a la santé de vieux. Vous savez, les vieux, ils ne sont pas malades, mais ils ont des faiblesses dues à leur âge, mais le patriarche, pour ce qui est de différent par rapport à toute sa catégorie, les patriarches restent lucides plus que les jeunes gens de 17 à 18 ans. Je n'aimerais vraiment pas entrer dans ces détails, mais beaucoup disent que... Permettez, moi j'ose me poser cette question, parce que beaucoup de gens sur Internet se disent, est-ce que le patriarche n'est pas utilisé tout simplement? Est-ce que le patriarche sait vraiment ce qu'il est en train de faire? Mais vous pouvez me rassurer. C'est des gens qui ne connaissent pas bien aussi Gizenga, madame. Lorsque le patriarche allait déjà à la primature à l'époque, les gens disaient qu'il ne réfléchissait pas, qu'il ne pouvait pas tenir 10 minutes. Mais vous l'avez vu debout en train de défendre son programme devant le Parlement de Vital Kamerhe pendant 2 heures du temps, alors que les jeunes gens qui étaient bien assis dans l'hémicycle sortaient à tout moment, se soulageaient à tout moment. Les patriarches étaient restés debout. Ils défendaient, ils répondaient aux questions. Et aujourd'hui, il peut encore vous surprendre, il est en train de vous surprendre déjà parce qu'il s'est donné le mot d'ordre, parce qu'il a toute sa lucidité. Mais il faut lui reconnaître le rôle d'un grand sage. Les patriarches ne gèrent pas les partis au quotidien. Le parti est géré au quotidien par les secrétaires permanents. Les patriarches donnent des orientations et nous, la jeunesse, et nous qui sommes des différents organes du parti, nous exécutons en sollicitant son conseil. C'est à lui les derniers mots. Et dès que c'est fait, lorsque vous respectez ce qu'il dit, il signe la décision ou les décisions du parti. Donc, moi, je n'aimerais pas des Congolais qui ont encore envie le sel de leur père d'indépendance vivant pour qu'ils puissent un peu les diminuer ou bien parler en mal de lui. Non, mais c'est un honneur d'avoir
un de nos pères d'indépendance vivant. C'est lui, vous pouvez prendre votre micro, madame, aller vers les patriarches, les consulter, poser les différentes questions, parce que lui, au moins, il a traversé le pays depuis sa naissance jusqu'à ce jour. C'est lui qui a à dire. Même par rapport aux élections qui venaient de se dérouler le dimanche dernier, c'est les patriarches qui doivent vous dire ce que vous deviez faire. Ok. Nous prenons le premier thème, mesdames et messieurs, lié à ces élections. Le dimanche passé, s'est tenu les élections en République démocratique du Congo, le 30 décembre. Malgré cette pluie qui s'était abattue dans la ville de Kinshasa, beaucoup de Congolais, beaucoup de Kinois se sont rendus dans les bureaux de vote. Nous allons constater donc l'affichage des PV, parce que ça avait posé beaucoup de problèmes, on le sait. Et Congo Web Télévision a encore constaté le déroulement de vote dans la ville-province de Kinshasa. Des élections qui se sont déroulées sur fond des irrégularités multiples. Il est midi au centre officiel de Limete et celui des petits disciples dans les Moamba, conformément à l'heure prévue par la CENI pour les débuts des opérations de vote. Nombreux électeurs estiment qu'ils ont trop attendu. Jusqu'à présent, il n'y a pas de bureaux qui sont ouverts, il n'y a même pas de machine à voter, pas même de bulletins, pas même Quelles sont les raisons? Il n'y a absolument rien. Les agents même de la CENI ne se font même pas représenter, ils ne nous disent absolument rien. On est déjà fatigués. Des irrégularités qui diffèrent des autres. Dans la commune de Bumbu, l'on a déploré l'absence dans un centre de vote des noms des électeurs sur les listes de la CENI. Bien au contraire, dans certains centres, notamment la Sainte Famille à Lemba et Lulengo Anjili dans la Tchangou, la situation s'est passée comme prévu. Nous voyons que tout est crédible et transparent. Les électeurs se votent librement leurs candidats de leur choix. Biso UDPS Bar Tshisekedi, tosengaki élection, tolobaki kendenge tozali boye tokende na mapononi. Topesi Nzambe merci, mais le col appelle à comprendre que la population a besoin de changement, on a voté déjà. Merci. Donc moi j'ai accompli mon devoir, je vous assure, je suis tellement heureux et joyeux que si les gens ne me regardaient pas, je pouvais danser. Ça aura été un ouf de soulagement pour l'opinion nationale acquise au changement. En même temps, un scandale pour bien des électeurs qui n'ont pas su voter à cause des gaffes. Nous sommes au centre de vote situé à Notre-Dame de Fatima, dans la commune de La Gombe. Ici, le dépouillement s'est bien déroulé, comme l'atteste le chef de centre devant les témoins des différents partis politiques et observateurs des différentes structures. Sur la porte de chaque bureau de vote, transformé en bureau de dépouillement, sont affichés les procès-verbaux des résultats dûment signés par les témoins et membres du bureau. Et les électeurs passent pour s'enquérir de la situation de leurs candidats, qu'il s'agisse de la présidentielle, des législatives nationales et provinciales. La situation est pareille dans tous les centres de vote, tant à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays. Les plis formés par les chefs de centre seraient déjà transmis au centre de compilation des résultats. À en croire le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, les premières tendances pour la présidentielle seront communiquées dans quelques jours et les résultats provisoires de tous les scrutins le 6 janvier 2019 pour attendre les résultats définitifs au plus tard le 15 janvier 2019 selon les calendriers réaménagés et publiés par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa. En dépit des irrégularités constatées ici et là, la majorité des Congolais espèrent que les résultats que la CENI va publier vont apporter la paix tant recherchée par tous. Célestin Ngoma, personnellement, vous avez voté où et comment ça s'est déroulé? Je suis d'ailleurs moi-même candidat, ou j'ai été candidat parce que l'élection est déjà passée, dans les Moamba. J'ai voté à Kingabwa. J'ai déploré, comme nos amis que nous venons de suivre, que très tôt matin, il y a une pluie qui battait sur Kinshasa. Mais
les bureaux devaient être ouverts déjà depuis bien 6 avant. heures, Depuis 6 heures, nous y sommes rendus. Malheureusement, ça n'avait pas été comme d'autres fois ouvert, où les bureaux avaient été ouverts à temps. Nous avons déploré. Bon, mais il faut comprendre aussi notre pays, il faut comprendre cette CENI. C'était la première fois que nous essayions les machines. La CENI de Ngouimoulunda n'a rien laissé en Nanga et finalement les bureaux ont ouvert, mais ce n'était pas à temps. C'était vraiment déplorable que les bureaux n'essayent pas ouvert à 6 heures. Est-ce que ces irrégularités-là ne peuvent pas changer un peu la donne? Parce que beaucoup de Congolais n'ont pas voté, hein, qu'on se le dise. Beaucoup n'ont pas eu accès au bureau de vote. Les bureaux ont ouvert en retard, mais au moins il y a un fait réel, c'est que tous les bureaux ne se sont pas enfermés aussi avant. Les bureaux qui se sont ouverts en retard sont allés même à minuit. Au-delà. Moi, j'ai vérifié, j'étais candidat, j'ai sillonné pour voir des gens s'ils votaient, parce que finalement, mon coin ou mon fief naturel, c'était Limete, c'était Kingabois. Et les bureaux, il y a beaucoup de bureaux qui sont ouverts, qui étaient ouverts à 16 heures. À 17 heures même. On devait vérifier si quand même que les électeurs venaient jusqu'à 17 heures. Malheureusement, il y a des électeurs qui se sont fatigués. Il y a de quoi. Qui se sont fatigués, qui ne sont plus venus voter. Mais c'est aussi la détermination du peuple. Mais tout ce qui avait été à gagner, ce n'était pas l'ouverture du bureau en retard, mais c'est le fait déjà. Les témoins, vous avez eu vos témoins, parce qu'on a ouï dire, beaucoup de gens nous appelaient que non, les témoins n'étaient pas très bien, qu'on chassait certains témoins dans le bureau de vote. Comment ça s'est passé? Tout dépendait de l'organisation de chaque parti politique, parce que les témoins ont été accrédités par rapport au parti politique ou bien au regroupement. Mais il s'est posé un problème de cachet sur les badges des témoins, les présidents des bureaux qui étaient en train d'exécuter les instructions qu'ils avaient reçues. Malheureusement, sur place, dans des badges, il n'y avait pas de cachet du derrière ou au verso de ces badges-là. Ils exigeaient ces cachets. Finalement, nous-mêmes, les partis politiques ou les différents regroupements politiques, nous avions fait recours à la CENI qui avait autorisé finalement à ces présidents de centre d'accepter ces témoins. Malgré tout ça, tous les témoins sont entrés dans les... Globalement, Célestin Gouma, si on vous disait de coter ces élections sur 10, combien vous allez donner à Corneille Nangaa pour ces élections? Il faut... les élections ne sont pas à Corneille Nangaa. Par rapport à l'organisation, là, on verrait Corneille Nangaa. Mais c'est la République démocratique du Congo qu'il faut féliciter. C'est la CENI qui a organisé, hein, parce qu'il se bombe le torse pour dire que c'est lui qui doit proclamer. Il menace tout le monde, permettez l'expression. C'est à lui l'organisation, donc c'est à lui qu'on doit porter le chapeau. Si ça échoue ou si c'est bien, c'est à Corneille Nangaa, c'est à la CENI. Je vous dis de côté. Madame, nous sommes à notre troisième expérience. Je crois que le vrai problème avec ces élections, c'était d'abord s'atténuer. Le peuple congolais, vous avez vu vous-même comment les gens étaient en train de chanter. Question simple, donnez-moi une cotation. Sur 10, vous donnez combien? Nous sommes qu'au troisième. Vous savez que 3 sur 10. Les élections, c'est cote après les résultats. Parce que la finalité d'une élection, c'est les résultats, la résultante. Jusque-là, nous n'avons pas les résultats des élections. Nous attendons voir ces résultats et finalement donner notre point de vue. Donc vous voulez coter le processus jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Vraiment, mais quand même à l'université, vous avez étudié, il y a la mi-session quand même qui nous soulage un peu. Donc la mi-session, vous comptez combien? Tout ce qui m'a soulagé ou qui me soulage jusque-là, c'est la tenue de ces élections parce que nous en voulions bien. La République démocratique du Congo, qui est un pays qui se fait démocratique ou un pays qui est né démocratique, ne devait pas arrêter ou divorcer d'avec cette culture électorale. Nous en sommes revenus malgré des tractations de ces deux dernières années. Un parti nationaliste, un parti lumumbiste. Nous connaissons Lumumba qui s'est battu pour la nation congolaise, Lumumba qui est mort pour ce pays, mais il y a une partie de cette population qui n'a pas voté. Beni Butembo Yumbi. Vous avez vu les images, comment ces gens ont fait un pied de nez à la CENI, ils ont organisé leurs élections. C'est vrai que beaucoup disent ça ne vaut rien, mais ça a été une image très symbolique qui a fait vraiment le tour du monde. Et comment vous jugez ce comportement des habitants de Beni? Cela ne peut plaire à personne. Le fait d'avoir un grand nombre de citoyens, de compatriotes privés de leurs droits. Mais qui les prive?
est-ce que ce sont des cas fortuits ou cas de force majeure? C'est là le vrai problème. Nous avons donné ces pouvoirs à la CENI, aujourd'hui représentée par Corneille Nangaa. Et lui, il nous a dit, il a constaté avec le ministère de la Santé qu'il y avait une épidémie dans ce coin-là et qu'on ne pouvait pas. Même si c'était un peu contradictoire, parce que finalement, il y a eu campagne. Exactement, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Il y a eu campagne, il y a eu une foule de personnes et tout ça. Vous avez permis à ceux qui y aient campagne, même votre candidat, je ne sais pas s'il est descendu à Béni, bon, avec tout il a été dans la province. Voilà. Il a été dans la province et nous aurions souhaité que tout le monde vote le même jour. Bon, mais comment aussi dire non à une évidence? Quelle évidence? Qu'il y a Ebola? Qu'il y a Ebola. Et dans 3 mois, vous êtes sûr qu'Ebola ne sera plus présent dans cette contrée? Mais c'est ce que l'on souhaite, parce que finalement, il y a les ministères qui s'en chargent, il y a la communauté internationale, elle aussi qui a toujours constaté Ebola, devait nous dire oui ou non il y avait Ebola. Mais j'ai vu que tout le monde s'accorde. Vous êtes juriste, oui. Je ne me trompe pas, vous êtes juriste. On a privé ces gens-là de l'élection présidentielle. Ces gens-là ne voteront pas pour la présidence. Ces gens ne voteront que pour les législatifs et les provinciales. Est-ce que le président qui sera élu, est-ce que ces gens-là se sentiront liés à ce président qui sera élu? Bien sûr, madame, qu'ils seront élus. Moi, je déplore le fait que pas mal de concitoyens, de compatriotes n'ont pas eu droit de voter le président de la République. Je déplore ça. Je ne peux jamais accepter ce genre de choses, quelle que soit la raison. Mais je vous dis que l'élection, elle est aussi légale. C'est la loi qui prévoit l'élection, qui dit que le président de la République sera élu tel. Mais c'est la même loi qui a autorisé Nangaa, M. Nangaa, de pouvoir annuler l'élection sur une partie de la République. Mais que direz-vous d'une élection annulée, par exemple, qui serait annulée par la Cour constitutionnelle dans une partie du pays? Ça serait toujours cela engendrer tout le monde où cela s'imposerait les résultats. Mais au moins, il y a eu élection, Célestin Ngoma, et on a annulé. Mais là, il n'y a même pas eu élection. Mais ces gens-là ont prouvé à la face du monde, Célestin Ngoma, que ça pouvait se tenir. Ils ont démontré, ils ont amené leur seau d'eau, ils ont amené leurs désinfectants, ils ont voté. D'ailleurs, c'était les élections les plus calmes, paradoxalement, les élections les plus calmes dans toute la République. Moi, comment? C'est vraiment un pied de nez. La responsabilité, je la renvoie non seulement à la CENI, mais aussi aux responsables politiques. Étions-nous prêts à accepter de voir l'élection reportée pour que Béni et Butembo et Yumbi soient aussi de la partie? C'est là le vrai problème. Personne n'accepterait cela, parce que lorsque la CENI était en train de reporter l'élection à une semaine, vous savez, les déclarations politiques que nous avions entendues dans ce pays, c'était comme si nous attendions la fin du monde ou que nous attendions la venue du Christ et que le Christ n'était pas arrivé. Finalement, il fallait se plaindre auprès des anges. Alors, moi, je n'aurais pas voulu. J'aurais souhaité que l'élection soit reportée pendant 3 mois pour tout le monde, pour que ça permette tous les citoyens, pour vider tout argument qui serait fallacieux ou qui serait qualifié fallacieux. Mais malheureusement, la CENI vous donne une raison. Le ministère de la Santé ne vous contredit pas. La communauté internationale ne vous contredit pas. Mais la population ou les acteurs politiques disent non, ils ne sont pas d'accord avec ça. Que faire? Que faire? Nous poursuivons, mesdames et messieurs, nous restons toujours dans ce chapitre des élections. Nous allons suivre la déclaration de la SENCO par rapport au dépouillement, parce que les dépouillements ont commencé déjà, et vous avez suivi dernièrement les réactions des uns et des autres, parce que la SENCO a déjà dit ouvertement qu'il connaissait le candidat qui est élu président de la République. Il n'a pas cité de nom, mettons quand même un bémol, la SENCO n'a pas cité de nom. Même si elle n'a pas cité. Bémol, mais il a dit que on va en parler, qui connaissait déjà qui est le futur candidat. Ça crée un remous, il y a eu des réactions tout juste après, et évidemment la coupure du net. Célestin Ngoma, je peux même plus tweeter avec Célestin Ngoma, nous sommes en autarcie, nous sommes coupés du monde parce que les raisons sécuritaires priment en République démocratique du Congo. La paix, avant tout, la paix à n'importe quel prix. Deuxième condensé, mesdames et messieurs. Dans sa déclaration, l'abbé Donatien Cholet s'est penché sur le déroulement des opérations de vote. Des rapports reçus des observateurs jusqu'à 18 h, il ressort que le climat général
du déroulement du vote a été relativement calme. Dans plusieurs centres de vote, la CENI a respecté les procédures de fermeture de bureaux de vote. La CENI a fourni des efforts pour relancer les opérations de vote dans les bureaux de vote où elles ont été interrompues. Les bureaux de vote ont relativement bien fonctionné. Des opérations de vote ont été interrompues dans certains bureaux de vote à cause notamment du dysfonctionnement de la machine à voter. Certains électeurs n'ont pas été permis de voter. Des électeurs sont encore sur la file d'attente. Les membres des bureaux de vote et de dépouillement n'ont pas au préalable procédé au comptage des bulletins de vote dans certains bureaux de vote. Des observateurs et des témoins ont été exclus de certains bureaux de dépouillement. Le secrétariat général de la SENCO a demandé à la population congolaise de rester serein dans l'attente des résultats et invite également la CENI à crédibiliser les processus électoraux. Le secrétariat général de la SENCO reste en contact permanent avec la CENI et toutes les parties prenantes en vue de trouver instamment des solutions aux incidents précités. Par ailleurs, il revient à la CENI de s'assurer du bon déroulement des opérations électorales en cours, notamment le dépouillement et l'affichage des fiches de résultats. Enfin, le secrétariat général de la SENCO appelle une fois de plus le peuple congolais au calme et à la vigilance. Après avoir félicité le gouvernement de la République d'avoir assuré le bon fonctionnement de l'Internet et des SMS, l'abbé de l'ancien Cholet va signaler sur place la coupure de l'Internet sur toute l'étendue de la RDC. Vous voyez que la journée est très timide. Comment on va faire pour transférer de l'argent aux autres? Comment on va faire pour récupérer de l'argent dans des banques? Aujourd'hui, les banques fonctionnent avec l'Internet. Il y a des distributeurs, tout ça fonctionne avec l'Internet. Vous voyez? Alors on est paralysé. Est-ce qu'on doit être paralysé à cause de la politique? Vous savez, il y a plus de 7 millions de Congolais qui vivent à l'extérieur du pays. Ce sont eux qui soutiennent leur foyer, leur famille ici, au Congo. C'est ce qui fait que la période ici de festivités, ces gens-là envoient de l'argent, ils soutiennent leur foyer, leur famille. Il y a des gens qui devaient récupérer de l'argent, il y en a qui ont des codes, ils ne savent pas comment faire pour récupérer de l'argent. Ça paralyse tout. Vous voyez, le pays vit avec l'économie. Et pour l'instant, c'est plus l'Internet qui fait aussi fonctionner le pays. La communication, l'information, elle est garantie par la Constitution. Il n'est pas normal qu'un gouvernement responsable interrompe manu militari des communications internationales, de sorte que la population ne soit pas informée. Le droit à l'information est constitutionnel. Il y a un manque à gagner net. Là, il faut aller demander à ceux qui font certaines officines de communication pour vous dire que franchement, jusqu'à ce que la communication soit rétablie, il y a un problème de manque à gagner. Ça, c'est évident. Mingi batu ba vivaka na ba mec extérieur. Donc batu baza libanda ta communication est plus facile, et internet. Il y a des fois batu mususu baninga banda ko aider bango na nzela ba west ya ba agence okili kilito yebia wa. Benga aider mo pona mwambongo ya kosunga mabota mais na ndenge bakati internet. Donc vraiment quelque part ministre soit totalement makambo sérieux. Mais oui, yango pozo mona que fait un peu timide et ko ça la paix parmi biloko esali que fête za la modèle même agence mususu ne fonctionne ka. Donc faut internet ezala pour batu bakende ko zo ba misolo na bango. Donc le ko les até donc to fête ndenge to fête donc gouvernement de lingi to fête modèle yo pour auto zwaka wa ekokoka te na ndenge batu balinga ba sa la fête na bango. Célestin Ngoma, secrétaire permanent adjoint en charge de la jeunesse, du social et des questions économiques du Ballon. L'Internet, vous avez suivi cette population qui parle que le pays fonctionne aussi avec l'économie. Et l'économie et l'Internet aujourd'hui fait partie intégrante de l'économie d'un pays. Et aujourd'hui, on nous coupe l'Internet, ce sont des milliards de dollars qui s'envolent, il y a des gens qui sont pénalisés. Vous-même, vous m'avez dit, impossible d'introduire une carte et d'avoir de l'argent dans les distributeurs, tout est bloqué. Pour vous, le gouvernement a raison, pour des questions sécuritaires, de mettre un peu le bémol, de dire non, pas de net,
jusqu'à... Je ne sais pas quelle est la raison vraiment objective de cette coupure d'Internet. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas. Madame, il faut commencer à voir ce que le gouvernement craint de cette situation. Et il craint quoi, le gouvernement? L'intox, la publication de faux résultats, la désinformation, la haine contre les différents candidats ou les différents cas, la fissure, les tribalismes qui se développent. Maintenant, le vrai problème, c'est lequel? Ce n'est pas que je donne raison au gouvernement d'avoir coupé l'Internet. Non, ça, je ne le dis pas. Mais au moins, le gouvernement, il trouve un argument très solide pour lui de pouvoir couper cet Internet pendant cette période. Mais à qui je renvoie la balle? À nos parlementaires ou à nos députés sortants. Pourquoi n'avoir pas légiféré sur les réseaux sociaux en République démocratique du Congo? Parce que dans les différents pays ici, en Tanzanie et les autres pays limitrophes ici, on a légiféré. Qu'est-ce qu'on a dit en Tanzanie, par exemple? On aimerait bien savoir. Ben, il y a un ministère où il y a une entité de leur ministère qui poursuit les comptes de chacun. Que chacun qui se permet, ou tout citoyen tanzanien, burundais, qui se permet de publier n'importe quoi. Et poursuivi pénalement. Et poursuivi pénalement. Pourquoi dans notre pays cela ne devait pas être prévu? Parce que maintenant c'est tout le monde qui est puni. Alors que ce n'est pas tout le monde qui se lance dans la désinformation. C'est ça le vrai problème. La source du problème ne doit même pas être le gouvernement. Parce que le gouvernement subit des conséquences de se laisser aller. Donc le gouvernement a peur de la population, tout simplement. Bien sûr qu'un gouvernement devait avoir peur de la population. Parce qu'une simple fausse information sur le net peut mettre le pays à feu. C'est un vrai problème. Nous trouvons, madame, on peut vous annoncer des résultats. Par exemple, nous, on a besoin, on n'a qu'une seule institution d'appui à la démocratie qui s'appelle la CENI, habilitée à pouvoir publier les résultats. Mais au soir même de cette élection, pendant que d'autres bureaux à Kingabwa, Angaba, dans les Kissenso étaient encore ouverts, il y a des gens qui se sont permis de dire mon candidat est premier sur toutes les listes de Moamba. Les différents jeunes gens qui soutenaient les candidats députés. On les a vus nombreux, même de l'Europe, qui publie ici mon candidat président est premier dans tel point du pays, madame. Vous savez ce que ça crée? C'est une première expérience, c'est l'alternance, c'est la première fois que nous voyons un président vivant quitter le pouvoir pour laisser à son successeur. Et finalement, laisser ces réseaux sociaux fonctionner. Aujourd'hui, nous ne serons pas, vous et moi, en train de débattre. On peut tout simplement couper les réseaux sociaux et laisser l'Internet fonctionner. Parce que l'Internet, ce n'est pas que les réseaux sociaux, Célestin Ngoma. Il y a les banques, il y a Google pour les recherches, il y a tout le monde qui est pénalisé. J'ai dit que je ne vais pas applaudir cette décision, mais j'accepte d'être victime de cette décision parce que nous n'utilisons pas l'Internet à bon escient au pays. Que ce soit l'Internet lui-même ou bien tous les réseaux sociaux. J'en parlais à un ami, je lui ai dit, il a publié les résultats, je lui ai dit, avec tout ce que tu publies, tu n'as pas peur que nous subissions par rapport à tes propos? Il m'a dit, est-ce que moi j'aurais peur de ce genre-là parce qu'ils vont couper l'Internet, de toute façon ils sont habitués. Mais non, c'est au Congo, nous utilisons mal l'Internet. Tous les Américains attendaient la victoire de Hillary Clinton, comme vous-même, parce que vous êtes fan d'Hillary. Vous avez vu comment Trump gagnait aux États-Unis. Il n'y a pas de réseaux sociaux. Est-ce que vous avez vu les gens publier les résultats bien avant? C'est aussi un problème. C'est une question de confiance, parce que les États-Unis, les Américains ont confiance en leurs institutions. Les Français ont confiance en leurs institutions. Parce qu'on sait qu'en France, quand il y a élection des candidats présidents, c'est le même jour. Le soir, même à 20h, on connaît déjà les candidats. Madame, commençons par devenir républicain. Moi, mon problème, c'est que nous devons être républicains. Si vous avez une confiance totale à la CENI? Je n'ai pas la confiance totale à la CENI, mais je n'ai pas confiance totale à celui qui dit n'importe quoi, celui qui donne des informations comme il veut. Les Congolais, ils veulent savoir, ils veulent entendre ce qu'eux-mêmes pensent. Mais nous devons savoir que lorsque nous avons donné les pouvoirs à la CENI, tout comme lorsque nous reconnaissons à Madame Paulette Kimout comme journaliste, c'est elle qui nous informe. Tout le monde ne peut pas devenir journaliste. Au Congo, c'est tout le monde qui fait n'importe quoi. On a 1000 ou 10 millions de journalistes sur Internet qui ont des informations sans source. Mais tout ça, c'est pour nous diviser.
la plupart d'eux sont à l'extérieur du pays. Ils nous bombardent et nous, on reste nous diviser ici inutilement. En ce temps ici, madame, il faut tenir compte de la cohésion, de la paix. Parce que au-delà de l'élection, nous avons besoin de cette paix. Mais le tribalisme qui a refait surface, on l'a vécu dans les réseaux sociaux tout au long de la campagne. Oui. Ça a été vraiment la stigmatisation des uns et des autres. Oui. Et tout ça... et même certains propos même de la population, de gouvernement, de certains politiques qui disent que tel candidat ne peut pas fouler le sol de tel recoin de la République. Le tribalisme est né à Genève. Le tribalisme que nous avions vécu pendant cette période est né à Genève, où le tribalisme est venu de Genève, où Fayoulou remportait les élections par rapport à Tshisekedi, et que le camp de Tshisekedi commençait à dire que Fayoulou bénéficiait du vote tribal de ses frères Mouzito et Matungulu, mais que, et à leur tour, accusaient Tshisekedi et les combattants qui sont pour la plupart des Louba de pouvoir ne pas accepter les autres. Le tribalisme est né là-bas, il est venu de là. Ce sont quand ils se sont fissurés ici, la Mouka est sortie et cache. Finalement, le tribalisme a pris son envol. C'est très dangereux pour la République. C'est très dangereux. Gizenga appuyerait Lumumba en 60 alors qu'ils n'étaient pas tous d'une même province. Tshisekedi lui-même a servi Mobutu, a travaillé pour Mobutu et Mobutu l'a encensé. Mobutu l'a élevé. Il n'était pas d'une même province. Alors, pourquoi aujourd'hui nous parler d'un échec ou le justifier par le tribalisme? Parce que c'est de là d'où est venu tout ce que nous avons comme conséquence en ce moment ici. Et il faut condamner. Aussi, madame, je parlais de l'esprit républicain. Il ne faut pas, moi je suis d'accord que la Senko ait quand même un rôle à jouer pendant tout ces temps. Vous condamnez les propos de la Senko par rapport à le fait de dire qu'ils connaissent déjà le futur président. C'est trop dangereux. Ils peuvent faire un casement avec la CENI. Que Nanga devienne l'archevêque de Kinshasa ou qu'il devienne à la tête de la Senko, mais que Abéchol et tous les autres aillent à la tête de la CENI nous proclamer des résultats. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. C'est peut-être une mise en garde tout simplement, indirecte, pour vous dire que nous connaissons déjà. C'est comme un parent qui dit à son élève, je connais déjà que tu as eu par exemple 6 sur 20, tu ne viendras pas me dire que tu as eu 18 sur 20. C'est une façon de mettre en garde celui-là, de faire très bien son travail. J'ai battu candidat pour le candidat Ramazani Chadari. J'ai vu les tendances, je sens les tendances que mon candidat est en train de gagner. Mais je ne peux pas me permettre. Et si quelqu'un d'autre disait que mon candidat aussi le numéro 4 et le numéro 5... moi je me permets ici de pouvoir remplacer la CENI pour le dire. Je constate que mon candidat est en train de gagner. Mais je me dis, ok c'est bon, mais je vais attendre que la CENI publie. Lorsque je deviens à la place de la Senko a publié, a cité quelqu'un. La Senko n'a pas cité quelqu'un. Pourquoi le FCC se sent mauvais? Qui sera mauvais sur nous? Pourquoi le FCC se sent vicieux? La Senko, lorsqu'elle fait le topo de notre pays, elle sait que c'est une période très agitée. Mais c'est une période où la PP nous échappe. On va y arriver, parce que nous allons prendre coup sur coup le point de presse de la Mouka et le point de presse de la CENI. Nous allons revenir à cette question. Merci. C'est devant la presse tant nationale qu'internationale que le président de la CENI a déploré le retard mis pour la transmission des procès-verbaux dans les centres locaux des compilations des résultats. Corneille Nanga dit ne détenir que 20% de ce qui doit être fait pour la publication des résultats de la présidentielle du 30 décembre dernier. Nous comptons 179 centres locaux de compilation des résultats. Évidemment, par circonscription, l'enjeu est de ramener tous les prix constitués au niveau des bureaux de vote vers les centres locaux de compilation. Les centralisations, compilation au niveau de ces centres locaux de compilation pour faire des agrégats qui permettront de dégager l'agrégat national, le suffrage valablement exprimé et les résultats qui concernent l'élection présidentielle. À ce jour, au niveau des CNC, sur le 15 468 éléments
disons, centralisés, nous sommes au nombre de 5518 centres de vote déjà collectés. On est donc à 20%. À 20% de ce qui doit être fait. La question c'est de dire est-ce que nous tiendrons le dimanche. Nous travaillons d'arrache-pied. La CENI travaille d'arrache-pied pour que les résultats soient consolidés. Corneille Nangaa saisit également cette occasion pour dénoncer les comportements de certaines personnes qui veulent influencer la décision de la CENI. On constate quelques dérapages dans le comportement de certains acteurs, non seulement politiques, mais aussi l'observation qui tient d'initier et de dénoncer. Plusieurs acteurs s'évertuent en effet à faire le travail de la CENI. En dépit de ce retard déjà enregistré, le président de la centrale électorale Corneille Nangaa rassure que son institution est à pied d'œuvre pour respecter son calendrier aménagé qui prévoit la publication des résultats provisoires le 6 janvier 2019. Nous avons tous entendu certains candidats faire des annonces de victoire très tôt, hier matin et tout le long de la journée, alors même que les Congolaises et les Congolais prenaient d'assaut les centres de vote. Pour la coalition Lamuka, il s'agissait bien évidemment d'annonces qui ne reflétaient en rien la réalité. Malgré les incidents et les irrégularités qui ont été signalés hier, des opérations de dépouillement se poursuivent sur toute l'étendue du territoire. À l'heure où je m'adresse à vous, plus d'un tiers des bulletins de vote ont été dépouillés sur le plan national. Et les tendances sont sans appel. Elles mettent les candidats de la coalition Lamuka, Martin Fayoulou Madidi, largement en tête. Nos témoins, et ils sont plus de 150 000 sur le terrain, restent fortement vigilants et mobilisés et continuent de nous transmettre des résultats centre par centre. La coalition Lamuka, mesdames et messieurs, n'a aucune intention de se substituer à la CENI. Au contraire, elle attend d'elle avec sérénité, confiance et responsabilité la communication des résultats issus des urnes sincères et conformes à la volonté du peuple congolais. Célestin Ngoma, vous avez suivi le point de presse de Lamuka. Lamuka exige de la CENI, de la sérénité, de la confiance, de la sincérité, surtout la vérité des urnes. Parce qu'eux aussi, ils avaient leurs témoins, comme vous, de Palou, comme FCC et tout ça. Chacun aura dire que son candidat est largement en tête. C'est tout à fait normal, c'est une guerre médiatique aussi. Mais je reviens. Avez-vous, vous aussi, une confiance en la CENI? Est-ce que pour vous, la CENI d'aujourd'hui proclamera réellement la volonté du peuple? Ben, mais avant même de venir à la CENI, il faut parler d'abord de Lamuka. De ce qui a fait, parce que Lamuka n'a jamais été aussi limpidement clair sur cette question, pourquoi Lamuka devait s'opposer à la machine et finalement accepter cette machine. La politique est dynamique. La politique elle est dynamique, j'accepte bien ce dynamisme, mais il y a bien une volonté qui justifie ce dynamisme. Voilà. De torpiller le processus, c'est vous? Lamuka a presque torpillé le processus. Beaucoup de gens, si nous avons un faible taux de participation, c'est là et à la responsabilité de Lamuka qui a depuis très longtemps sapé la machine. Contrairement, il n'y a pas un faible taux de participation. À Kinshasa, il y a eu partout. Oui. Partout. Il y a eu vraiment, Célestin Ngoma, pour une fois, je vous contredis, il y a eu une forte participation. Non, pas une forte participation. Non. C'est
tout ce qui s'est passé dans le bureau de vote qui a découragé certains, mais il y a une forte participation dès 6 h du matin. J'ai vu, madame, dans le bureau, sur la liste, 600 électeurs qui sont reconnus, mais les votants, on les avait à 210 ou 220. La faute à qui? Parce que beaucoup de gens ne se sont pas retrouvés là. Oui, mais beaucoup de gens aussi ne savaient même pas se rendre aux urnes parce qu'ils savaient que ils avaient appris de la Mouka que la machine profitait aux candidats du régime ou que la machine profitait à la tricherie. Là où faciliter la tricherie, là ce n'est pas bon. Ça c'est vraiment à la responsabilité de la Mouka. Après les résultats, la Mouka doit comprendre que demain, on ne doit pas se permettre de véhiculer de telles informations dans l'opinion et finalement en être victime. Parce que finalement, s'il y a un faible taux de participation, ce sont les candidats eux-mêmes qui en sont des victimes. Ok. Donc vous aidez déjà pour la machine dès le début. Donc tu l'as affirmé d'ailleurs pour toi aussi. Ton candidat est largement en tête, mais c'est à la CENI de proclamer cela. Mais la CENI a encore postposé la proclamation. Normalement, ça devait se jouer ce dimanche. La CENI a dit, en tout cas, le dépouillement ne se fait qu'à approximativement 20%. Alors, jusque-là, nous allons attendre jusque quand? C'est ça le problème avec la grandeur du pays. Pour ça, il faut justifier ça par rapport à la grandeur du pays. Nous sommes pas... Pour cette justification, les États-Unis sont grands, la France est grande, le Nigeria est grand, le Soudan ce sont des pays désenclavés. Doit-on balkaniser ce pays pour justifier cela? Non, on ne peut pas jamais. La non-balkanisation de la République est la seule victoire que nous avions eue depuis. Non, mais non. Pourquoi parler de la superficie de la RDC? C'est pas une faiblesse, la superficie céleste Ngoma. Je ne suis pas en train d'applaudir cela, mais c'est un fait. Le pays est enclavé. La faute à qui? À nous tous. On devait construire des routes. On nous a promis les routes depuis 2016. Oui, mais par rapport, on nous a promis vous du FCC et de la majorité. Je ne suis pas du FCC, je suis du PALU, allié du FCC. Et vous et vos alliés, qu'est-ce que vous avez promis en 2011? Qu'est-ce que vous nous avez promis en 2006? Vous n'avez pas réalisé. Ce que nous vous avons promis. C'est pas la faute au pays, c'est pas la faute à la RDC. Nous avions commencé à le faire, mais compte tenu de la grandeur du pays, ce n'est pas facile de pouvoir reconstruire ces pays en 10 ans parce que nous sommes en alliance ou nous sommes en partenariat avec des amis depuis 2007 à ce jour. J'y reviens. Moi, j'aime bien revenir deux fois. Célestin Ngoma, secrétaire permanent adjoint en charge de la jeunesse, du social et des questions économiques. Le social, vous nous avez promis en 2011, quand vous étiez allié à la majorité présidentielle, que le social du Congolais va s'améliorer. Madame, mais aujourd'hui, on en est où? Le social, vous n'avez tenu aucune de vos promesses. Parmi les grandes promesses de 2011, vous n'en avez tenu aucun. Presque rien n'a été réalisé, même pas 10% de ce que vous avez promis pendant la campagne. Vous êtes sûr que la population aujourd'hui, avec cette élection de 2016, vous a refait confiance pour dire que votre candidat est vraiment favori? Madame, le social, c'est la conséquence du développement. Vous devez avoir un développement pour parler du social. Vous ne pouvez pas venir parler du social dans un pays pauvre, un pays qui n'a même pas le seuil de 0% de vie, un pays fondu, un pays détruit, un pays où tous les indicateurs sont à berne, et venir parler du social. Lorsque l'on parle du social en République démocratique du Congo, c'est malsain, c'est inapproprié. Il faut commencer à parler d'autres choses. Et l'économie alors? Voilà, il faut commencer à parler de la refondation. Qu'est-ce que vous avez fait en 2006 pour que la population vous donne confiance? Vous savez que l'économie de la République démocratique du Congo avait connu un vrai problème bien avant 2006 ou depuis toutes les années avec les dettes que nous avions, avec la non-programmation de nos entreprises ou de notre programme économique lui-même d'investissement. Et que c'est avec nous, ou c'est le tandem Kizenga Kabila qui a fait en sorte que nous atteignions les points d'achèvement, qui a fait en sorte que nous puissions revoir les contrats miniers, qui aujourd'hui encore peut se réjouir de nouveaux codes miniers. Et puis finalement attendre les résultats. Les résultats auraient parti de 2011. Là, moi, j'ai toujours été clair, j'ai toujours accusé le gouvernement Matata pour n'avoir pas fourni beaucoup d'efforts. Parce que finalement, ce gouvernement de Matata nous parlait de la stabilité de macroéconomique. Quelque chose qui avait déjà été gagné pendant Gizenga et Muzito. Ce gouvernement nous parlait de ceci. Tous ces taux de croissance, le gouvernement Matata en avait profité. Malheureusement, le gouvernement Matata n'avait pas choisi de bons programmes pour pouvoir aller de l'avant ou sortir le pays du marasme économique.
Et finalement, il faut ajouter à cela, c'est là où le gouvernement Matata peut trouver de l'excuse, la crise politique, la crise engendrée par les élections de 2011. Et finalement, nous sommes restés dans des débats politiques et les problèmes sociaux, les problèmes économiques sont restés les mêmes. Nous les avons tous oubliés. Ça, il faut reconnaître. Et maintenant, c'est vraiment, il faut faire une table rase, finalement. Vous, Chadari sera le président du changement? En fait, de la rupture, du changement, de tout ça? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, que Chadari qui se veut être de la continuité de la refondation de l'État. Parchever ce que son prédécesseur a commencé. Comme quoi, par exemple? Comme quoi, par exemple, instaurer l'autorité de l'État. C'est très important. C'est très important. On ne peut pas construire un pays si une partie du pays est entre les mains des voyous comme Kamouina Sapou, des gens qui se réveillent un matin, qui commencent à violer les femmes, qui commencent à tuer les gens comme si l'État n'existait pas. Ça, c'est la première des choses à faire. La deuxième des choses, c'est adopter des vrais programmes économiques, des réformes, des vrais programmes, des réformes économiques. Qu'est-ce que l'économie ou notre économie a besoin aujourd'hui? Ce sont des réformes. Nous avons besoin des moyens. Mais où trouver ces moyens? Ce n'est pas en brandissant notre nationalisme devant les institutions de Bretton Woods, c'est dire nationaliste, et pour ne pas aller chercher de l'argent pour venir ici investir dans les différents programmes, dans les différents secteurs. Et ce gouvernement doit comprendre, mais aussi, madame, ça c'est très important, et ça je l'ai dit au camarade Chadari qui sera le futur président, il doit comprendre que les nouvelles idées, c'est aussi par rapport aux personnes. Il faut changer il faut changer, les mêmes personnes, les mêmes n'allons pas démérer des politiciens en train de venir parler sur le plateau de télévision alors que la situation du peuple congolais ne change pas. Tous ces gens qui ont entouré le président Kabila, c'est des gens qui ont été au pouvoir pendant Mobutu, qui ont été depuis le début du président Kabila jusqu'à aujourd'hui. Et ils sont là prêts à revenir avec Chadari. Mais pour faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont donner de nouveau? Non, Chadari devra gérer avec une nouvelle génération. Des gens qu'eux peuvent considérer des novices sans expérience, mais les gens qui ont de bonne foi, des gens qui sortent du cas des victimes de la gestion du passé du pays, donc depuis Mobutu à ces jours. C'est des choses, donc Chadari est prêt pour les changements, surtout qu'il rassure au pays que ce pays ne peut pas être dirigé par des candidats qui viennent de l'extérieur, des candidats made in Genève, des candidats made in USA, des candidats qui ne parviennent pas à raconter les vrais problèmes du peuple, mais qui vous parle du changement, mais un concept creux et sans forme. Ok. Le message est passé, donc Chadari doit vraiment renouveler la classe politique, comme l'a dit Brandon Midago, une rupture totale avec des nouvelles têtes. Célestin, on m'a dit, on ne veut plus revoir les mêmes personnes depuis Mobutu qui sont passées avec Kabila Père, Kabila Fils et tout ça. On veut voir des nouvelles têtes, nouveaux souffles et tout ça. Nous allons prendre autre chose, mais toujours dans les élections, le report de la publication des résultats, nous prenons encore la réaction de la SENCO. La SENCO, aujourd'hui, vraiment fait partie de la vie politique de la RDC. Et évidemment, les SU, on a encore reporté, parce que normalement, les étudiants devaient reprendre le chemin des universités ce lundi 7 janvier, mais le ministre est en charge, les SU, à reporter cela d'une semaine. Je crois que les étudiants reprendront le chemin des universités le 14 janvier. Par rapport au report annoncé par la CENI, pour nous, le plus important, ce n'est pas la date de la publication, mais la qualité de ce qui va être publié. Et le plus important, c'est le respect du schéma que nous avons conseillé pour que ce temps de la prolongation ne soit pas suspecté comme un temps de tripatouillage, mais plutôt un temps pour améliorer le travail. Si nous voulons que ce soit le résultat issu du comptage manuel, nous savons que par rapport à la situation de notre pays, il y a quand même des gymnastiques à faire entre les bureaux de vote et les centres de population. Et pourvu que cela soit fait dans la transparence, devant témoins et devant observateurs. Ça, c'est bien propre de plus. Le reste, c'est relatif. Il a tenu à féliciter de vive voix les étudiants congolais pour le comportement responsable affiché durant la période chaude de la campagne électorale. Steve Mbikai Mabuluki veut garder cet élan contre toute tentative d'inciter de nouveau les étudiants au désordre.
Le ministre de l'ESU va à l'issue de cette réunion, avec tous les coordonnateurs des étudiants, décider de renvoyer au 14 janvier la reprise de cours dans tous les établissements de la RDC. Je vais féliciter tous les étudiants de la RDC parce qu'ils n'ont pas été manipulés pendant la campagne. Les sites universitaires sont restés apolitiques pendant toute la campagne électorale. Et là, je félicite tous les étudiants du Congo. Mais aussi, d'après mes informations, divers milieux politiques ont infiltré des gens pour créer des troubles dans les sites universitaires après la publication des résultats des candidats présidents. Et comme je dois protéger les étudiants contre le porteur de troubles, j'ai décidé que la reprise de cours qui était prévue pour le 7 janvier va intervenir lundi 14 janvier. Autre décision prise ce jour, c'est la désignation d'un nouveau coordonnateur des étudiants de l'UNIKIN après examen de la pétition signée par le délégué facultaire et chef de promotion contre l'actuel coordonnateur. Le comité de gestion de l'UNIKIN a été instruit à ces sujets. Célestin Ngoma, la proclamation des résultats, nous avons suivi la SECO. Plus on tarde à proclamer les résultats, plus disent une certaine opinion qu'il y a risque de tripatouillage des résultats. Vous partagez aussi cette opinion? Non. Même si mon souhait est de voir vite ces résultats, parce que je veux vite que mon candidat prête serment, parce que finalement, on ne peut pas continuer dans cette toubou avec un gouvernement issu de la SENCO qui n'a rien donné au peuple et qui n'a pas répondu aux aspirations de la population. Donc, il faut mettre fin à cette situation actuelle. Il faut voir un président qui passe, qui met en place un gouvernement et finalement qu'on aille de l'avant. Mais je vous dis que la République démocratique du Congo est tellement vaste qu'on ne peut pas avoir tous les résultats au même moment. Autant que nous avions eu les problèmes pour la distribution des MAV, donc voilà. Ce sera à peu près. C'est le même problème. Donc on peut attendre encore un mois pour avoir non, je ne crois pas. La CENI, si elle a parlé du report, ce n'est pas pour qu'elle prenne tout son temps à lui et puis finalement ne pas nous donner les résultats. Ces résultats sont entendus. Tout le monde attend les résultats de la République démocratique du Congo parce que nous voulons vivre cette alternance-là. C'est une victoire pour le peuple congolais. Une victoire, le fait qu'un président de son vivant va quitter et va donner son fauteuil, va céder son fauteuil à son successeur. C'est ça qui est déjà une victoire à nous. Et la deuxième victoire va être du camp des vainqueurs. Donc si par exemple vous êtes du Palou, allié du FCC, s'il y a l'autre candidat votre adversaire qui est proclamé, je ne veux pas citer les noms pour qu'on me calque pas aussi une étiquette, c'est très facile ces derniers temps. Vous parlez des candidats de la présidence, c'est quelqu'un d'autre. Des Américains ou bien de la communauté internationale. Mais qui est quand même congolais, ce qui est sûr. Des candidats qui ont contesté la machine à voter et finalement eux-mêmes qui s'en servent aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont congolais, oui. C'est la certitude à 100%. Donc au moins on connaît leur père et leur mère, oui. Donc rien à dire. Il y a un autre candidat. Il y a aussi la nationalité par acquisition. Mais là, pour être chef de l'État, c'est un peu impossible. Je crois que la loi congolaise, vous êtes juriste, ne le permet pas. Parce qu'il y a eu quand même. L'État n'est pas omniscient, omnipotent comme Dieu pour tout comprendre. Mais il faut le contrôle, sinon l'État n'existera pas. Parce qu'il y a eu quand même des Congolais qui ont acquis la nationalité, qui ont été candidats à la députation nationale. J'ai vu les affiches. Donc, si l'autre candidat est proclamé, un de vos adversaires est proclamé, est-ce que le FCC et le Palou serait prêt à accepter les résultats? Je vous dis que la démocratie et même la démocratie actuelle de la République démocratique du Congo est la volonté du tandem Kizenga-Kabila. Alors, si aujourd'hui, la CENI qui est habilitée à organiser et à publier les résultats, publier un candidat aujourd'hui autre que Ramazani Shadari, mais cela sera accepté par tout le monde. Malheureusement, ces candidats, non seulement ils ne se sont pas préparés pour gagner, parce que vous les avez vus dans les distractions inutiles, dans les divisions inutiles, ils ne vont pas gagner, ils vont passer par où? Ils n'ont pas fait toutes les provinces.
La faute à qui? Vous avez vu comment on a empêché les uns et les autres de débattre campagne. Les manques de discours. Parce que les discours, c'était le départ de Kabila. On ne peut pas se faire accepter au peuple par un président qui accepte de partir ou qui accepte de respecter la Constitution. Mais on devait dire au peuple, les changements dont question enveloppe quoi? Et désenvelopper ces changements devant les peuples. Lui dire, nous, les changements que nous voulons, nous viendrons, nous allons faire ceci. Mais ce sont des candidats qui sont lancés dans des discours creux et dans des salles UP ici pour dire, nous allons avoir un budget de 86 000 $. Voilà ce que nous allons faire. Voilà ce que nous allons faire. Chadari ne l'a pas fait. Nous ne sommes plus en campagne. Nous ne sommes plus en campagne. Je vous assure que madame, si la CENI, qui est habilitée à publier les résultats, publier un autre candidat qui est Ramazani Chadari, ce qui va nous surprendre tous, nous allons accepter. Mais il y a une large frange de la population. Nous relayons ce que pense la population. Il y a, vous avez parlé de ce faible taux de participation. Vous avez mis la faute à la Mouka, on l'admet, mais il y a une large frange de la population qui disait aussi que les dés sont déjà jetés. Parce qu'ils disent que de toutes les façons, qu'on vote ou qu'on ne vote pas, RS est déjà candidat. Il y en a qui disaient déjà à l'époque, bon, qu'est-ce que vous voulez, on connaît déjà qui sera président. Et si aujourd'hui, on proclamait RS candidat, les gens diront, et voilà, on avait raison. Si c'est sur base de la détermination, si c'est sur base de la détermination, je ne peux pas donner tort à ces peuples-là. Parce que le candidat Ramazani Chadari, avant même son élection, comme tous les candidats... Lui-même se bombe déjà le torse. Comment lui-même peut se dire que je suis déjà élu? Comment Chadari peut oser dire aujourd'hui au peuple congolais, je suis déjà le futur candidat de la... Ben, je m'imagine cette certitude lui vient. C'est un combat, madame. C'est un combat démocratique. Mais quand quelqu'un d'autre le dit, vous faites des points de presse. Quand quelqu'un d'autre dit que je connais déjà le nom du président de la République, vous faites des points de presse. Non, là, ce n'est pas un candidat qui le dit. Mais Chadari dit, je suis le prochain président. C'est le candidat Chadari qui le dit. Si les candidats Fayoulou le dit aussi, on ne peut pas faire un point de presse. Si les candidats Fatih le dit, on ne peut pas condamner parce que tous, ils ont pris part au combat. Madame, c'est celle Goldberg qui pouvait dire I will beat you Brock Lesnar parce qu'il se savait être champion. Mais si c'est l'arbitre par exemple qui dit ou quelqu'un d'autre, la Senko n'est pas arbitre, tout simplement un acteur de la société civile. C'est comme moi pour que je peux dire que je connais déjà le candidat. La Senko devait se limiter au niveau du constat comment cela s'est passé, comment a été l'introduction de l'abbé Scholl, que je respecte beaucoup, je suis catholique. Mais pourquoi ça vous froisse? Moi je ne comprends pas. C'est de prendre la place de la CENI. Mais il n'a pas dit le nom, il n'a même pas proclamé, il a dit que nous connaissons déjà. Républicain. Ce n'est pas bien. La République veut que ce soit celle la CENI qui publie les résultats. C'est tout ce que nous reconnaissons à la CENI. Si la CENI publie des résultats que vous contestez, si la CENI publie des résultats que vous contestez, madame, la République vous donne une autre opportunité, c'est d'aller dans les contentieux électoraux vers la Cour constitutionnelle. Mais malheureusement, ici, on dit tout ce que l'on dit parce que vous avez parlé de l'opinion. C'est comme si les États-Unis ont un candidat ici, alors que les États-Unis eux-mêmes ont un problème de shutdown que Trump ne veut pas finir. C'est comme si les candidats de la Mouka ou un autre candidat de l'opposition est télécommandé par l'extérieur. Ça, c'est trop dangereux. Moi, je veux bien que quelqu'un de l'opposition puisse gagner, mais il faut qu'il soit réellement un Congolais, il faut qu'il soit réellement un nationaliste, par peur que celui-là ne vienne pas, que les autres ne lui disent pas ce qu'il doit faire. Si Chadari est élu président de la République, j'ai l'impression que vous allez mettre, vous allez foutre, permettez l'expression, hein, parlons quand même amicalement, vous allez foutre tous les ambassadeurs dehors, vous allez foutre tout celui qui ne sera pas avec vous en odeur de sainteté avec le FCC, vous allez lui donner 48 heures pour dégager. Ça sera comme ça votre élection, ça sera du tic au tac. Madame, le Congo ne peut pas se dire être un État ou une république si les autres ne lui reconnaissent pas cette carte. Et si vous vous respectez pas vous-même, comment les autres vont vous respecter? Le Congo ne peut pas vivre à vase clos, mais le Congo doit toujours affirmer sa souveraineté devant des questions de grande envergure, comme celle-ci. C'est à nous de nous déterminer. Ce n'est pas au département d'État qui n'a pas félicité la tenue des élections. Moi, j'aurais voulu voir d'abord ou recevoir des Américains de la communauté internationale des félicitations pour cette étape à franchir.
Ça aurait été une très bonne, c'est un encouragement. C'est la communauté internationale vous a félicité. Non, on n'a pas entendu des encouragements comme et finalement on dit non, vous devez faire ça, vous devez faire ça, mais nous sommes qui? Les Américains ont des problèmes. Les Américains à 100% ou à 80%, si vous êtes dans les différentes cités américaines, ne croyez pas que Trump avait gagné les élections. Exactement. Pourquoi Trump a gagné les élections? Ça, c'est l'élection américaine, vous savez. Vous allez aux États-Unis, vous savez comment ça se passe. Oui, mais aujourd'hui, comment le département d'État ne s'occupe pas du vrai problème du peuple américain qui est en train de souffrir du chômage parce qu'il y en a qui sont déjà presque en chômage parce que les parlementarismes du couloir ne fonctionnent pas. Personne ne vous a empêché de donner ils sont en train de suivre la situation en République démocratique du Congo. Personne ne vous empêche. Et la Béchon le reconnaît. Personne ne vous empêche de donner votre point de vue par rapport au shutdown. Alors, nous allons parler de l'issue, pardon, parce que la télé c'est le temps. Vous comprenez la réaction du ministre de repousser, parce qu'on a dit que le ministre ne veut pas qu'il y ait rassemblement des étudiants jusqu'à ce qu'il y ait proclamation de résultats. On a tous peur de la proclamation de ces résultats. Pourquoi? Parce que si c'est Chadari, l'homme du peuple, c'est lui que le peuple aime, pourquoi on ne veut pas de tous ces rassemblements? On postpone même la reprise des cours. On pénalise même les étudiants par rapport aux élections. Tout ça, c'est parce qu'on a peur de proclamer un candidat? Madame, c'est parce que finalement, les gens nous sont entrés dedans que parfois notre propre volonté, nous le peuple congolais, ne s'affirme pas. Ce sont les autres qui nous disent ce que nous devons faire. Et finalement, et les étudiants et toutes les autres masses populaires, les gens sont agités par ces élections. Et l'État doit faire quoi? Il ne doit que prendre des dispositions. Il ne faut pas être surpris par les événements. C'est quand même quelque chose de premier dans notre pays. C'est pour la première fois, je vous ai dit que nous allons assister à cette à la remise et reprise. Alors, les autres qui sont en train de nous crier déjà la victoire à l'extérieur du pays, qui sont en train de nous demander, il faut que ce soit tel qui gagne, sinon nous n'accepterons pas ces résultats. Mais implante quoi déjà dans nos esprits? Là, c'est trop dangereux pour la République. Vous avez refusé leurs observateurs. Ils ont de quoi se poser des questions aussi. Pourquoi avoir refusé les observateurs de l'Union européenne ou je ne sais pas moi. Qu'avaient dit les observateurs congolais aux États-Unis lorsqu'il a gagné l'élection populaire? Personne. Vous connaissez bien comment ça se passe aux États-Unis, Célestin Goma. Il y a les petits électeurs et les grands électeurs, vous savez comment ça se passe. Oui, mais madame. Mais au moins, ils ont confiance à leurs institutions. Et ils doivent comprendre comment ça se passe chez nous. Et ce qu'ils doivent comprendre, c'est que le Congo est en train d'organiser pour la toute première fois une grande élection de l'histoire. Vous aimez bien vous comparer aux États-Unis, mais j'espère que vous avez le même budget. Nous allons terminer, mesdames et messieurs, avec, pas terminé, mais l'avant-dernier, nous allons parler des candidats réunis encore par l'Union européenne. Les missions d'observation de l'Union africaine, pardon, parce que les Européennes ne sont pas venues, excusez-moi. Avec la CENI, on a appelé les candidats présidents, mais il y a une question qui turlupine les téléspectateurs, les téléspectatrices. Pourquoi on ne tourne qu'autour de 3 candidats? Je vais vous poser cette question parce que les autres, on ne les sent plus, on ne le voit plus. Et toujours l'abbé Chollet. Ah, abbé Chollet, cette semaine, c'est vraiment toi, la réaction d'abbé Chollet par rapport à la déclaration de la SADC, de l'Union africaine, de ACAC. Suivant. Après les élections du 30 décembre dernier, l'Union africaine, par l'entremise de sa mission d'observation, a jugé utile de réunir les 3 principaux candidats présidents. À en croire le chef de cette mission, Diokounda Traoré, l'UA met tout en œuvre pour que l'issue de ces élections soit heureuse, traduise la volonté des Congolais et permette à la RDC de jouer pleinement son rôle en Afrique. Tout ça, les démocrates, ils ont dit si les résultats sont conformes à la volonté des Congolais, ils les accepteront. Martin Fayulu, un des candidats présidents, salue la position de l'Union africaine qui espère que la CENI publiera les résultats qui reflètent la volonté des Congolais. Le président Diokounda Traoré, président de la commission d'observation de l'Union africaine, nous a simplement dit qu'il fallait que les résultats soient conformes à la vérité des urnes. Il a tourné avec son équipe et il a vu ce qu'il a vu. Et si les résultats ne sont pas conformes à la vérité des urnes, il ne se taira pas.
Voilà ce qu'il nous a dit. Et un point, un trait. Et nous nous sommes dit, merci Monsieur le Président. Un avis que partage le directeur de campagne de Félix Tshisekedi. Vital Kamerhe estime pour sa part que de la vérité des urnes dépend le calme que tous souhaitent. Pour la faire la preuve de calme, le calme peut être maintenu ici. De l'autre côté, les choses se passent conformément à la vérité des urnes, c'est tout. A noter que le candidat FCC Emmanuel Ramazani Shadari a été représenté à cette réunion par le sénateur Jean-Claude Mokeni, lequel s'est abstenu de toute forme de commentaire. Pareil pour le président de la Commission électorale nationale indépendante, également présente à ces échanges. Il n'y a pas de jugement à faire dans la mesure où chaque mission a cadré l'espace de sa couverture et a dit ce qu'il a vu. C'est tout à fait normal que tous ne disent pas la même chose pour le simple fait que tous n'ont pas été aux mêmes endroits et tous n'ont pas couvert le même lieu. Et aussi, une façon, quand on s'exprime, c'est aussi par rapport à ce qu'on est. Et là, ce sont les politiques qui ont parlé. C'est tout à fait normal qu'ils voient les choses de leur façon. J'ai noté aussi l'une ou l'autre divergence par rapport à notre façon de voir. Juste pour faire un exemple, par rapport sur la situation de Béni, vous avez entendu Sadek a dit qu'il a compris, il a trouvé que c'était justifié, tandis que la CENCO, par son président, avait sorti un message pour dire que ça ne se justifiait pas. Et le fait que ceux-là ont continué à voter de leur façon, même si ce n'est pas légal, démontre que c'est une lecture qu'il faut concéder. La question que moi je me pose, est-ce que comment apprécier les morts qu'on a comptés, comment apprécier le fait que le gouverneur a interrompu. Donc c'est tout à fait normal que chacun fasse sa lecture. Célestin Ngoma, un des candidats présidents, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a l'impression que ça s'est joué, il y a eu un triumvirat. Les autres, on ne les sentait pas. Et même après, maintenant, quand on appelle les candidats présidents dans des réunions, on ne le voit pas, ni Mokia, ni Madame Ifoku, Noël Tchani, l'autre là, comment il s'appelait encore, Setskikouni, les autres, on ne les voit pas. Pourquoi on les sabote comme ça? Non, madame, ils sont tous je crois que ce n'est pas une question de sabotage. Et d'abord que si l'opinion les a complètement oubliés, c'est parce qu'eux-mêmes n'étaient pas présents dans l'opinion. Ah, ils n'ont pas battu campagne. Oui, ils n'ont pas battu campagne, mais de deux, c'est naturel. C'est naturel. En France, tout au début ou pendant les premières face-à-face, il y a beaucoup de candidats. Ils sont à 8, ils sont à 6. On parle des grands candidats et des petits candidats qui pouvaient déjà croire que Setskikouni pouvait devenir président. Mais Macron est devenu, bon, faisons une petite comparaison. Macron n'était pas un petit candidat. Ah bon, il a vu. Oui, dès le début, il n'était pas un petit candidat. Mais personne ne lui donnait une chance. Moi, j'ai suivi comment l'évolution de Macron. Personne ne lui donnait une chance. Une année même avant la présidence. Mais pourtant, quand il était déjà au gouvernement de François Hollande, déjà les sondages, les plébiscités comme étant les successeurs de François Hollande. Donc lui, au moins, on parlait de lui bien avant. Et même quand il a fui parce qu'il n'a pas voulu participer aux primaires de gauche, il est allé créer la République en marche. On savait déjà qu'il était grand. Marine Le Pen, on savait aussi qu'il était grand. Mélenchon et les autres. Cela se passe partout, même aux États-Unis. Il n'y avait pas que Trump et Hillary Clinton, il y avait d'autres candidats. Mais ce sont des petits candidats qui ne se sentent pas, qui viennent peut-être pour un peu embrouiller l'électorat et puis troubler ou montrer leur opinion, mais au moins ils gagnent quelque chose. L'opinion les connaissent parce que finalement aujourd'hui nous connaissons Setskikouni, même si mon ami Marie-Josée Ifoku, voilà, nous connaissons tous les autres. Et les grands candidats, ils se sont distingués par leur descente, par leur discours et puis par leur mobilisation. Une question quand même, un internaute m'a dit de vous poser, vous êtes juriste. Est-ce qu'on ne peut pas mettre le débat contradictoire comme quelque chose... comme un projet de loi ou quelque chose qu'on doit nécessairement faire, comme, parce que vous aimez bien les États-Unis, vous y allez souvent, moi j'aime bien la France, j'y vais souvent, on voit souvent les deux candidats dans un débat contradictoire, ils s'affrontent et on sent vraiment, on connaît un peu les idées, mais pourquoi chez nous
on saute toujours cette étape des débats contradictoires. Célestin Ngoma. Madame, Pourquoi? ce problème doit être résolu par la Constitution. Exactement. Après les élections, les nouveaux candidats Ramazani qui sera installé, selon mes voeux, je voudrais que la question de la nouvelle Constitution soit débattue. Il nous faut une nouvelle Constitution. C'est cette Constitution qui va peut-être nous remettre les 2 tours des élections. Et que nous aurons ce débat au 2e tour. Et peut-être dans la nouvelle Constitution, nous pourrions résoudre le problème de la bipolarisation de la classe politique. Et que finalement, nous aurons seulement 2 candidats. Ils pourront débattre et au 1er et au 2e tour. Au 1er tour, parce qu'il y aura aussi d'autres candidats, c'est la démocratie. Même s'il y a bipolarisation, on ne peut pas empêcher qui que ce soit de postuler. Mais on aurait des candidats limités. Et qu'au 2e tour, quand nous aurions des candidats, il y aurait ces débats contradictoires. Parce que finalement, moi au moins, je suis la politique, je comprends ce que veut dire le camarade Chadari qui est le ticket gagnant. Mais le peuple qui est en train de suivre Félix Tshisekedi, qui est en train de suivre Lamouka, comprend quoi? Qu'est-ce qu'ils apportent? Ils n'apportent que des concepts. L'autre vous parle des changements, l'autre vous parle du social, mais c'est creux, c'est vide de sens. Mais si nous instaurons ce système-là, nous allons permettre à notre peuple d'être illuminé par les candidats et de se choisir des candidats, pas par rapport à leur nom, pas par rapport à leur appartenance à des partis politiques, mais par rapport à leurs idées, à la pensée qu'ils vont transmettre. En ce moment, ils seront élus. Là, en ce moment, nous allons abandonner la médiocrité. Nous allons divorcer avec la médiocrité qui pousse toute personne de se porter garant par défaut de la démocratie. Les cautions aussi, parce que je sais que vous serez un prochain député à la députation nationale, je crois que je vous félicite à l'avance. Et ne nous oubliez pas, parce que vous, dès que vous devenez député, vous changez de numéro et les appels deviennent difficiles. Nous espérons que vous allez garder votre souplesse d'esprit et que vous serez toujours accessible. Est-ce que cette histoire de caution, de 100 000 $, de 1 000 $, de 2 000 $, en France, j'ai posé la question, on m'a dit qu'il faut simplement 500 signatures pour être candidat président de la République. 500 signatures. Aux États-Unis, je ne sais pas comment ça se passe, je crois que vous devez être adoubé par votre parti, le parti républicain ou le parti démocrate. Mais chez nous, cette histoire de 100 000 $, est-ce que cela ne casse-t-il pas l'envie des candidats qui n'ont peut-être rien, mais qui ont des idées, qui sont intelligents, qui sont brillants, de vouloir briguer la magistrature suprême? Madame, la Constitution que nous avons, je reviens encore à la même question, la Constitution que nous avons nous a simplement aidé de pouvoir piger la démocratie, de pouvoir piger l'essence de notre société. Et ça et là, nous avons trouvé des failles. Donc cette question de la caution, c'est la loi qui dit les candidats présidents de la République doivent payer une caution. Et une caution non remboursable. Ce qui est déjà contradictoire par rapport au mot. Parce que caution, c'est gage. Caution, c'est une garantie. Donc on doit me remettre mon argent. Il devait être remboursable. Mais en ce moment, la Constitution veut que cela soit ainsi. Et la loi électorale l'affirme. Mais si nous avons une nouvelle Constitution, nous pourrons passer par le parrainage. Par le parrainage. Le parrainage, voilà, le terme est là. Oui, nous pouvons passer par le parrainage. Mais ça, ce sont des questions que les hommes de bien, ceux qui veulent vraiment les changements, ceux qui incarnent les vrais changements pour la République, devront débattre à l'hémicycle lorsque le nouveau Parlement sera installé. Nous allons terminer, mesdames et messieurs, par les messages de vœux. Évidemment, nous sommes au début de l'année. Le président sortant, Joseph Kabila, a donné son dernier message de vœux à la nation congolaise. Et le message de vœux de Fayoulou, probablement, peut-être, c'est peut-être pas mon opinion, c'est vraiment pas l'opinion de Célestin Ngoma, ça je l'affirme, le message de probable président entrant, Martin Fayoulou. Assumé à hauteur de 90% en 2011, nous nous sommes engagés cette année pour la toute première fois de notre histoire à financer nous-mêmes entièrement notre processus électoral. Il s'agit pour nous d'un effort visant à soustraire notre pays des ingérences étrangères susceptibles de contrarier la volonté d'autodétermination de notre peuple. Chers compatriotes, il n'y a pas de doute, la République démocratique du Congo est aujourd'hui non seulement une république, mais bien plus une démocratie. Il s'agit là d'un deuxième acquis à
préservé, après celui nous légué par le père de l'indépendance, à savoir un pays libre et uni. Vous ne me contredirez pas. Il reste à poursuivre des réformes institutionnelles en vue de la rationalisation des coûts opérationnels excessifs des processus électoraux. La République démocratique du Congo n'a pas besoin de détruire le bel élan de stabilité et de croissance pris grâce aux efforts de chacun et de tous. La République démocratique du Congo veut consolider sa démocratie, aller vers son développement et améliorer les conditions de vie de sa population. La République démocratique du Congo veut demeurer un pays ouvert, soucieux d'établir des relations de partenariat justes, équitables et respectueuses de la dignité humaine et de l'égalité souveraine des États. Face à la férocité de la dictature en place, les Congolais ont fait la preuve de courage et ont bravé la peur à travers les marches et les rassemblements populaires pour démontrer à la face du monde leur détermination à briser les chaînes de la tyrannie afin de libérer les énergies nécessaires au développement et se soustraire de la misère dans laquelle ils sont plongés. Mes chers compatriotes, c'est l'essence qu'il faut donner à l'acte historique et salutaire que vous avez posé le 30 décembre 2018 en allant massivement dans les bureaux de vote sur toute l'étendue de la République, y compris à Beni et à Butembo, pour accomplir votre devoir civique en accordant vos nombreuses voix aux candidats de la coalition Lamuka, votre serviteur. Je vous en serai toujours reconnaissant et je n'épargnerai aucun effort pour être à la hauteur de vos nombreuses attentes. Les irrégularités et plusieurs incidents constatés dans la journée du dimanche 30 décembre 2018 n'ont ni ébranlé, ni eu raison de la volonté et de la détermination des Congolais à arracher l'alternance démocratique. C'est pour cette raison que j'en appelle à la vigilance tous azimuts de tous les Congolais et à la mobilisation générale pour que la vérité des urnes triomphe. Voilà pourquoi je me sens encouragé de vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour l'année 2019, année de libération de notre peuple. Célestin Ngoma, nous avons vu, hein, c'est quand même la première fois un président sortant, Kabila, et un probable futur président, Fayulu, mettre leurs vœux pour la prochaine année. Qu'est-ce que ça vous donne, qu'est-ce que ça vous dit de voir ces deux personnalités au même moment dans l'histoire de la RDC? Cela me réconforte dans ma position de toujours soutenir la démocratie en République démocratique du Congo. Je veux que cela soit continuel. Je veux que chaque 5 ans après, nous ayons des élections. Je veux que 10 ans après, si le président sortant finit son mandat et que nous ayons un nouveau président, cela permet à la République d'avoir des esprits nouveaux, de pouvoir changer les différents talents au niveau des différents secteurs ministériels ou gouvernementaux pour que finalement tout fils du pays ait l'opportunité de pouvoir apporter sa touche. Parce que le pays ne se développe pas qu'avec une seule pensée. On ne peut pas voir une pensée pendant autant d'années. Alors, si aujourd'hui, les gens ont été au gouvernement, ils ont été là, ministres depuis Mobutu, ils n'ont rien apporté.
cela ne sert pas de pouvoir encore les renouveler confiance lorsque le camarade Shadari sera élu président de la République. Il faut aller avec des hommes nouveaux. Et puis après 10 ans, il va partir, quelqu'un d'autre va venir président. Finalement, nous aurons à compter les présidents et chaque président aura son impact sur l'avancement ou bien le développement du pays. Et finalement, c'est l'héritage que nous léguerons à des générations futures. Voilà, mesdames et messieurs, ce sont les derniers mots de Célestin Ngoma. Merci donc d'être passé à la barre. C'est lui qui a ouvert le bal, à la barre, pardon, l'expression est consacrée. C'est lui qui a ouvert le bal pour 2019. Vous avez déjà présenté vos vœux. Donc, nous avons encore cette opportunité de présenter nos vœux pour cette année à tous ceux qui nous sont chers. Une pensée vraiment pieuse à mes parents. Ceux qui m'ont donné la vie, c'est grâce à eux que je suis là devant vous. Une pensée pieuse à mon père Yvon Kimpiop. Une pensée pieuse, l'ami du patriarche. J'ai encore les images et les photos à la maison. Une pensée pieuse à mon père, Yvon Kimpiop. Une pensée pieuse à ma mère, Pauline Kimuntu. Et en tout cas, bonne année à toute la famille, ma famille proche, à la famille Kimuntu. Bonne année à la famille Kimpiop. Bonne année à la famille Bunkini. Bonne année à la famille Meskia, à la famille Kinkie, à la famille Maangwama. En tout cas, bonne année à la famille Mutubulu. Bonne année à tous ceux qui me sont chers. En tout cas, je vous présente les meilleurs vœux. Et à tous ceux qui me détestent encore, parce que l'évangile nous dit de prier pour ceux qui nous détestent. Bien sûr. Et d'aimer ceux qui nous haïssent. Bonne année à vous. Soyez fidèles à Congo Web Télévision. Pour mes followers, dommage. Attendons encore qu'on puisse remettre le net et on sera en contact. Nous sommes de cœur avec vous. Et en tout cas, bonne année à tous les Congolais de la diaspora. On se retrouve le dimanche prochain. Inch'Allah.